Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée belge Maria Arena sera l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer avec elle le pacte européen sur la migration et l'asile. Les pères fondateurs de l'Europe, nous vous parlerons d'un homme politique français cette semaine, Jean Monnet. Dans notre rubrique Voyager dans l'assiette, nous vous emmènerons en Italie et nous vous révélerons les secrets du tiramisu. Les expressions populaires aussi, mourir, les Français disent passer l'arme à gauche. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Que fait l'Europe dans notre région? Nous sommes avec Cécile Pacari. Bonjour. Bonjour, Céline Pacari, je suis directrice de la filière des 4 fromages AOP de Normandie, donc pour le Camembert de Normandie, le Pont-l'Évêque, le Livaro et le Neuchâtel. Bon, vous êtes présenté, c'est parfait. Nous allons procéder par étapes dans cette émission. Tout d'abord, AOP, ça signifie appellation d'origine protégée. De quoi s'agit-il? Quels sont les produits qui peuvent en bénéficier et quelles sont les conditions pour avoir ce label? Alors en fait, c'est un label en fait européen, l'appellation d'origine protégée. Donc vous en avez d'autres. Vous avez aussi l'IGP, donc l'indication géographique protégée. Donc en fait, pour être en appellation d'origine protégée, donc sur les fromages, il faut que le fromage réponde à un cahier des charges de production du lait et de transformation. Qu'il soit produit dans une aire géographique bien spécifique et délimitée avec des caractéristiques, je dirais, de pluviométrie, d'herbe en fonction du cahier des charges attendu, de la caractéristique, et puis un savoir-faire fromager, c'est-à-dire un savoir-faire aussi qui peut permettre de prouver qu'on a une recette qui est un savoir-faire bien spécifique attendu dans ce produit. Voilà. Alors ensemble, nous allons maintenant pouvoir passer au crible un petit peu toutes les spécialités normandes, et à commencer par le camembert. D'où vient-il? Le camembert de Normandie. De Normandie, c'est important de préciser. D'où vient-il et comment est-il fabriqué? Alors sur la fabrication du camembert de Normandie, donc vous avez un camembert, un lait qui est donc un fromage qui est exclusivement en fait au lait cru, qui est moule à la louche en 5 passes, espacées de minimum 40 minutes entre chaque. Voilà, dans des moules sur une table fixe et puis qui sont moulés en ce sens, et le lait doit répondre au cahier des charges de production, c'est-à-dire que pour le camembert de Normandie, les troupeaux laitiers doivent être au moins à 50% de vaches de race normande. Il doit y avoir plus de 6 mois de pâturage. On a une quantité d'aliments apportés qui est limitée, et surtout on a une très très forte valorisation de l'herbe et de nos belles prairies normandes. Voilà, dans la ration et aussi dans l'alimentation toute l'année. Alors, on passe à présent au Neuchâtel, c'est le fromage qui a une forme de cœur, c'est bien ça? Exactement, vous voyez, très très caractéristique. Donc on est aussi sur une croûte fleurie. Donc lui, il va être beaucoup plus produit, on va dire. Alors la zone de l'appellation Camembert de Normandie, elle est essentiellement sur l'ex-Basse Normandie. Et par contre, le Neuchâtel, on va avoir une particularité de fromage fermier, beaucoup d'opérateurs fermiers. Donc en fait, c'est issu de lait exclusivement de la ferme du producteur de lait qui le transforme. Donc on répond à un cahier des charges de production du lait, un petit peu de la même façon donc, que pour le camembert de Normandie, avec une forte présence d'herbe et aussi de race normande, donc un minimum de 60%. Et ensuite, on va avoir le moulage de ce fromage qui a vraiment la particularité donc en cœur, mais pas forcément, on a aussi plusieurs formats. Alors que le camembert de Normandie, on a un seul format en 250 grammes. Peut-être un petit conseil de dégustation, avec quoi vous accompagnerez votre Neuchâtel? Alors sur le Neuchâtel, on peut l'accompagner. Alors nous avons l'habitude de travailler notamment avec une autre filière qui est aussi en appellation, donc les produits cidricoles. Donc vous allez avoir avec du Neuchâtel la possibilité d'associer du poiré d'Onfront, par exemple, qui peut se marier très très bien avec ce côté fraîcheur petite bulle très fruité. Alors on va passer maintenant au Livaro. Il a un goût un peu plus fort, c'est ça?
Alors, on est sur des croûtes, on n'est plus sur des croûtes lavées, donc effectivement, on va pas du tout avoir la robe croûte fleurie blanche. On va avoir des fromages qui sont un petit peu plus de caractère, hein, voilà, un petit peu plus corsé. Donc là où il a vraiment sa caractéristique, le Vivaro, c'est qu'il va être vraiment caractérisé par ses lèches bien caractéristiques autour du produit. Donc c'est celui qu'on va appeler le colonel. Et lui, par contre, la zone d'appellation dans laquelle il est produit, donc et d'une, dans sa particularité vraiment claire, c'est que vous devez avoir 100% de lait de vache issu de vache normande, et vous êtes vraiment plutôt dans une petite zone du Pays d'Auge en fait. Voilà, Pays d'Auge où on a vraiment ce produit très typique. Voilà. Et enfin, pour terminer notre tour de table des fromages, un mot du Pont-l'Évêque. Il a une histoire Alors, assez le Pont-l'Évêque, singulière. il est carré, voilà, il a vraiment sa particularité. Lui, il est pas rond ou comme le Livaro ou en forme de cœur, ou des fois rond comme le Neuchâtel. Hein. Il va vraiment avoir une forme carrée, relativement, je dirais, il va avoir une palette de goût très... je dirais très aromatique, parce qu'on a vraiment une diversité entre les producteurs fermiers et producteurs laitiers, les transformateurs fermiers et laitiers sur ce produit, et on a une aire d'appellation qui va à peu près correspondre à l'aire d'appellation aussi de l'ex-Basse-Normandie. Voilà. Alors on parlait des AOP en début d'interview, on est d'accord, on ne trouvera jamais un Pont-l'Évêque fabriqué à Poitiers et un Neuchâtel fabriqué en Chine. Oui, tout à fait. Les contrefaçons de fromage, ça existe. Certains fromages normands, est-ce qu'ils ont déjà été victimes de ça ? Bah après, là aujourd'hui, donc vous allez pouvoir avoir des problèmes d'étiquetage particuliers, par exemple, où vous avez les logos d'appellation qui ne sont pas de la bonne, je dirais de la bonne taille. Vous allez avoir des fromages qui s'en font passer pour d'autres, avec qui, par exemple, on va avoir des particularités sur le cœur, qui vont faire référence au Neuchâtel, par exemple, et qui ne sont pas du Neuchâtel d'appellation. Voilà, ou des choses comme ça, des noms, ou lequel, effectivement, il peut y avoir des usurpations. Oui. Alors je le disais au début de l'émission, que fait l'Europe dans notre région ? Vous, en tout cas, vous avez bénéficié de fonds européens. Vous avez reçu un peu moins de 90 000 euros du Fonds européen agricole pour le développement rural, pour assurer une campagne de promotion des fromages AOP en Normandie. Quelles ont été les étapes ? À qui est-ce que vous vous êtes adressé pour obtenir ces fonds ? Est-ce que vous avez répondu à un appel à projet ? Comment ça s'est passé ? Alors en fait, donc ça fait depuis, on va dire, les années 2010 que nous avons pu bénéficier en soutien avec la région Normandie. Alors au début, on était sur les départements et ensuite on a glissé pas mal sur la région Normandie parce que il y avait des fonds plus conséquents et un meilleur taux de subventionnement en fait de ces actions. Où la région Normandie, en fait, dès 2010, nous a aidés dans le développement de nos actions et le soutien, parce qu'elle a des appels à projets qui correspondent déjà aux SICO, donc qui viennent financer directement des signes officiels de qualité, donc sur lequel on doit faire des actions de promotion et de communication autour de nos fromages, chose dont nous sommes dans l'obligation en fait. Hein. Nous sommes aussi dans l'obligation de faire par rapport aux signes officiels de qualité, parce que nous dépendons quand même, nous sommes reconnus par l'INAO, donc par l'Institut national des appellations d'origine, sur l'origine et la qualité. Nous devons défendre et lutter contre les usurpations, et donc ça fait partie aussi de nos missions de faire du contrôle et en même temps de faire de la promotion. Donc c'est pour ça que nous avons bénéficié, je dirais, des aides FEADER en ce sens, pour faire de la communication au niveau de l'association. Parce que les 4 fromages sont réunis dans l'association de gestion des ODG laitiers normands. C'est-à-dire que nous avons mutualisé les moyens pour que nous soyons plus forts et percutants dans notre programme de com. Quelles ont été les retombées justement de ces campagnes de promotion pour les fromages AOP de Normandie ? Alors, on va être surtout sur de l'image et de la notoriété, parce qu'il est relativement difficile de voir qu'est-ce qu'il peut... Nous, on va travailler autour des différents fromages et du logo. On porte bien tous les fromages et on ne porte pas une marque en tant que telle.
Or, si vous voulez, vous allez pouvoir avoir sur de la campagne d'affichage ou de la campagne télé certaines marques qui peuvent faire de la publicité, et on est incapable de savoir si c'est du ressort de notre communication collective, l'impact positif sur les ventes, ou c'est par rapport à une marque spécifique. Donc en fait, on va être surtout sur des actions régionales ou à portée d'envergure nationale, où on va être surtout sur de l'image par... je dirais, notre présence en fait sur des stands avec de la promotion et de la dégustation pour faire connaître le projet et avoir une image fortement positive et moderne de ces fromages en un centre de consommation. Merci beaucoup, Cécile Paccaret, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de la filière AOP Camembert de Normandie, Pont-l'Évêque, Neuchâtel, mais aussi Livaro. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet fromage-normandie.com. Les pères fondateurs de l'Union européenne, on vous présente le français Jean Monnet avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Zone Europe. Jean-Omer Marie-Gabriel Monnet est né le 9 novembre 1888 dans une famille de négociants en cognac. À l'âge de 16 ans, son père l'envoie se former à Londres. Il devint rapidement un homme d'affaires prospère. Pendant la Première Guerre mondiale, n'ayant pu intégrer l'armée pour raison de santé, il servit la France en devenant l'intermédiaire économique du gouvernement français pour coordonner l'effort de guerre entre la France et les pays alliés. Il fut nommé par la suite secrétaire général de la Société des Nations en 1919, mais démissionne en 1923 pour aller gérer l'entreprise familiale de cognac suite à la mort de son père. Au cours des années qui suivirent, il aida à réorganiser les finances de plusieurs pays d'Europe de l'Est, dont la Roumanie et la Pologne, conseilla le gouvernement chinois, participa à la reconstruction du réseau ferroviaire chinois et fonda une banque à San Francisco. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Jean Monnet offrit à nouveau ses services à son pays et devint président d'un comité franco-britannique destiné à coordonner les capacités de production des deux pays. Il mobilisa notamment les ressources de ces différentes entreprises afin d'aider les Alliés à assurer le transport de différentes ressources et marchandises afin de soutenir l'effort de guerre. Jean Monnet travailla ensuite pour le gouvernement britannique qui l'envoya aux États-Unis afin de superviser l'achat des approvisionnements de guerre. Ayant produit une forte impression sur le président Roosevelt, il devint rapidement l'un de ses fidèles conseillers. Jean Monnet le convainquit d'augmenter la capacité de production de l'équipement militaire américain avant même l'entrée en guerre des États-Unis. En 1943, il devint membre du Comité français de libération nationale, le gouvernement français en exil à Alger. C'est alors qu'il exprima pour la première fois son idée d'une union de l'Europe qui permettrait de restaurer et de maintenir la paix. Lors d'une réunion du comité du 5 août 1943, il déclara « Il n'y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur une base de souveraineté nationale. » Lors d'une réunion du comité le 5 août 1943, il déclara « Il n'y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur une base de souveraineté nationale. Les pays d'Europe sont trop étroits pour assurer à leur peuple la prospérité. Leur prospérité et les développements sociaux sont impossibles à moins que les États d'Europe se forment en une fédération. » En 1944, Jean Monnet est chargé du plan de modernisation et de développement national visant à relancer l'économie française et à reconstruire le pays. Suite à l'adoption de son plan, il se désole de la lenteur concernant la reconstruction de l'intégration européenne. Il se réunit régulièrement avec son équipe et rédige le 6 mai 1950 le brouillon de l'Europe. Ce document sera ensuite transmis à Robert Schuman pour servir d'inspiration à la déclaration Schuman qui sera prononcée le 9 mai 1950. Il devient en 1952 le premier président de la haute autorité de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Après l'échec de la Communauté européenne de défense en 1954, Jean Monnet créa le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, afin de raviver l'esprit d'intégration européenne. Ce comité a participé à de nombreuses initiatives allant dans ce sens. Création du marché commun et du système monétaire européen, sommet du Conseil européen et élection du Parlement européen au suffrage universel. Il se retire à la fin de sa vie dans la maison de Houjaret à Bazoches-sur-Guyonne, dans les Yvelines, où il rédige ses mémoires et continue à suivre l'actualité européenne avec grand intérêt jusqu'à sa mort en 1979. Place désormais à notre invité politique. Corentin Alonso reçoit l'eurodéputée belge Maria Arena. Zone Europe, l'invité politique.
Je reçois Maria Arena, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée européenne belge, présidente de la sous-commission droits de l'homme au Parlement européen et aussi membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates au Parlement européen, donc la gauche européenne. Alors ensemble, nous allons revenir sur le pacte européen sur la migration et l'asile qui a été dévoilé en septembre 2020 par la Commission européenne. Alors avant de rentrer dans le détail, Maria Arena, de ce que prévoit ce pacte, je voudrais d'abord votre sentiment sur ce dernier. Dans une tribune sur votre site internet, vous avez considéré, je cite, que le pacte est loin d'être un exemple de solidarité et qu'il est truffé d'incertitudes, alors que paradoxalement c'était son but justement de réduire d'augmenter la solidarité entre les pays. Alors plusieurs choses par rapport à ce pacte. La première, c'est qu'il d'une part, il ne répond pas à la problématique migratoire dans son ensemble, c'est-à-dire il s'appelle le pacte sur l'asile et la migration. Or, il ne parle que de la question de l'asile et pas du tout de la question de la migration. Or, ils font bien faire une distinction entre le fait qu'il y ait des demandeurs d'asile, donc qui demandent une protection au niveau de l'Union européenne, et c'est par exemple le cas lié aux Syriens aujourd'hui, qui est lié à la guerre en Syrie, et la question de la migration, c'est-à-dire comment gérer les possibilités pour l'Europe d'avoir des personnes venues du monde entier travailler, vivre en Europe. Et donc la partie migration n'existe pas dans ce pacte. Et en ce qui concerne la partie asile, il s'appelle un pacte de la solidarité. Or, comme vous l'avez vu, il ne répond ni aux critères qui sont les critères de Dublin, c'est-à-dire le fait que ce soit le pays d'entrée, de première entrée, qui soit responsable de la procédure d'asile. Et donc ce sont les pays tels que l'Italie, la Grèce, l'Espagne qui sont concernés, et pas du tout les pays qui sont au centre de l'Europe, comme la Belgique par exemple. Et donc cette règle de Dublin qui impose aux pays d'entrée la gestion de la procédure est problématique parce que ça met toute la pression sur les pays d'entrée. Et d'autre part, la solidarité qui est prévue dans ce pacte est une solidarité qui n'est pas réellement une solidarité, c'est-à-dire que ce qui est demandé aux pays qui ne sont pas confrontés à cette pression migratoire à l'entrée, c'est de simplement exercer leur solidarité en garantissant leur possibilité d'expulser les populations et non pas de les accueillir. Et donc il eût été préférable d'avoir un pacte vraiment basé sur la solidarité avec un vrai plan de répartition sur l'ensemble du territoire européen pour diminuer la pression par rapport aux pays d'entrée. En tout cas, l'un des objectifs de ce pacte, c'était de ne pas reproduire la crise migratoire qu'a connue l'Europe en 2015. Cette année-là, plus d'1 million de migrants étaient arrivés en Europe. Que prévoit le nouveau pacte justement et qu'est-ce qui va changer? Vous avez longuement parlé du règlement de Dublin qui régissait les demandes d'asile depuis 1990, ça fait déjà 30 ans. Qu'est-ce qui va changer avec ce nouveau pacte? Alors aujourd'hui, Dublin n'est absolument pas, je dirais, arrêté dans le cadre du pacte. Et donc c'est bien les pays d'entrée qui auront la responsabilité de gérer les demandes d'asile. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, il y a plusieurs choses et qui nous posent d'ailleurs problème. La première chose, c'est bien entendu le fait qu'il y ait des analyses rapides de la demande d'asile en dehors de la frontière européenne. C'est-à-dire que sur base de votre nationalité, de manière générale, on décidera rapidement en 5 jours si oui ou non vous avez le droit de rentrer une procédure. Or, cela apparaît comme étant un non-respect des conventions de Genève, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de pushback, c'est-à-dire d'éloignement de population de manière générale. Ça doit être traité au cas par cas et non pas en fonction des nationalités. Donc c'est une première difficulté qui est rencontrée dans le cadre du pacte. Une deuxième difficulté, c'est qu'on ne supprime pas les moments de crise, c'est-à-dire les moments d'afflux importants et qui créent des pressions, qui créent des hotspots, qui créent des camps, effectivement des endroits où les personnes sont privées de leur liberté. Et aujourd'hui, le plan qui est aujourd'hui sur la table ne garantit pas le fait que nous sortions de cette situation. Et la troisième chose, comme je l'ai dit, c'est qu'on ne tient pas compte de la question de la migration en tant que telle, donc le besoin d'avoir des routes qui sont des routes légales de la migration. Et donc aujourd'hui, à défaut de routes légales de la migration qui n'est pas l'asile, eh bien les personnes n'ont pas d'autre choix que de se déclarer demandeurs d'asile vu qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et donc cela aussi pose une difficulté. Alors peut-être une chose positive, parce que je pense qu'il est important de pouvoir signaler les choses positives, c'est que dans le cadre de ce pacte,
on décriminalise la question du sauvetage en mer. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui, les organisations qui aujourd'hui font du sauvetage en mer ne seraient plus criminalisées. Donc c'est le seul point positif que je trouve aujourd'hui dans le cadre du pacte pour l'asile et la migration. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Europe va aller vers une migration choisie et qu'elle ne veut plus accueillir tout le monde, c'est-à-dire de choisir des personnes diplômées plutôt ou qui exercent certaines activités plutôt que d'autres? C'est là la difficulté, c'est-à-dire qu'on doit bien faire la distinction entre une demande d'asile ou une demande de protection et de la migration en tant que telle. C'est-à-dire qu'une demande d'asile est liée à une situation qui est une situation qui demande au cas par cas de la protection pour les individus. Et pour ce faire, on ne peut pas choisir des individus plus ou moins qualifiés, des individus plus ou moins, je dirais, adaptés à la situation européenne. Dans ce cas-là, c'est le droit qui est un droit de protection internationale qui s'applique. Par contre, je pense qu'il serait intéressant que l'Europe réfléchisse à des voies migratoires qui pourraient être intéressantes pour l'Europe et pour les pays qui sont les pays, je dirais, à l'origine de cette migration. Et donc on pourrait avoir une migration qui soit légale et qui soit mieux organisée autour des besoins qui sont à la fois des besoins des pays émetteurs mais aussi des besoins des pays récepteurs, donc c'est-à-dire de l'Europe qui pourrait, et on le sait, le taux de natalité, certains emplois qui sont aujourd'hui non rencontrés par les populations européennes pourraient aussi faire l'objet d'une migration, mais qui dans ce cas-là pourrait être une politique migratoire européenne qui n'existe pas aujourd'hui et qui n'est absolument pas reprise dans le pacte. Alors ce texte, il prévoit plus de contrôle, identification, contrôle sanitaire et de sécurité, avec un relevé des empreintes digitales et aussi un enregistrement dans une base de données. Alors tout cela, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors pour moi aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment problématique ce qui est mis en place. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place, c'est une Europe défensive par rapport à des personnes qui demandent la protection. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que l'Europe donne cette protection de manière beaucoup plus ouverte, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir à qui on donne cette protection. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut favoriser les voies légales de la migration pour connaître les personnes pour lesquelles nous offrons cette protection au niveau européen. C'est important parce que la souveraineté européenne, c'est aussi la capacité de voir ce qui entre et de contrôler ce qui entre. Si on a des frontières, ce n'est pas pour rien au niveau européen, et les frontières extérieures sont importantes. Mais aujourd'hui, ce que m'inspire ce pacte, c'est plutôt qu'on est en train de dresser une Europe défensive, alors que cette Europe devrait offrir la protection aux personnes qui aujourd'hui sont en grande difficulté par rapport aux pays, je dirais, émetteurs. Après ce pacte, il a aussi été rédigé dans un contexte. Est-ce que ce renforcement des contrôles, ce n'est pas aussi une façon de rassurer certains citoyens plus sceptiques, ceux qui voient parmi les migrants un risque terroriste par exemple? Alors je trouve que ce lien entre la question de la sécurité et la question de la migration est vraiment un lien qui n'a pas lieu d'être. Et plus on a des migrations non identifiées, donc c'est-à-dire illégales, organisées par des passeurs, plus le risque est important parce que nous ne savons pas effectivement qui rentre et comment il rentre en Europe. Et donc pour moi, il est important de faire une Europe qui soit une Europe non pas sur la défensive, mais qui respecte le droit international, c'est-à-dire le droit à la protection des personnes qui aujourd'hui sont en difficulté par rapport à des pays voisins. Je parlais de la Syrie, mais ça peut être d'autres pays. En Afrique, par exemple, où le droit à l'homosexualité est totalement criminalisé. Et donc comment peut-on sauver des personnes qui vivent ces situations dans leur pays d'origine? Pour moi, c'est important de pouvoir le faire en toute transparence et aussi dans une meilleure connaissance de ce que nous acceptons. Par contre, ce qui est en train d'être mis en place, c'est peut-être de répondre non pas à une population européenne plus sceptique, mais plutôt à des extrémistes de droite au niveau européen, tels qu'on peut les trouver dans les pays tels que la Hongrie ou d'autres pays, qui aujourd'hui font un amalgame de la question sécuritaire et de la question migratoire qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Face aux passeurs et aux réseaux de trafic d'êtres humains, qu'est-ce qui est envisagé par ce pacte? Alors le pacte envisage effectivement qu'il y ait une vraie criminalisation des passeurs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois vouloir empêcher ces passeurs de faire ce qu'ils font aujourd'hui et en même temps ne pas prévoir des filières qui sont des filières légales de la migration.
Et donc il est très difficile de bloquer les frontières et en même temps de ne pas donner la possibilité à des passeurs d'exercer ce qu'ils font. Donc pour moi, il faut évidemment contrer ces passeurs parce qu'aujourd'hui, ces passeurs, ça coûte très cher. Ça coûte très cher en premier lieu au migrant lui-même qui doit donner à ces filières criminelles toutes ces économies pour pouvoir arriver dans un lieu où il pourrait être protégé. Donc il est important pour protéger les migrants eux-mêmes de pouvoir lutter contre ces passeurs. Mais en même temps, la meilleure manière de lutter contre ces passeurs, c'est de pouvoir offrir des filières légales de migration. On parle également dans ce nouveau pacte d'un mécanisme de solidarité. Alors chaque État aura le choix entre accueillir des demandeurs d'asile ou bien financer en partie la reconduite des migrants en situation irrégulière. En quoi ça va consister et pourquoi un tel mécanisme est-il proposé? Alors je pense que ce mécanisme ne fonctionnera pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'est pas obligatoire, donc c'est-à-dire qu'il laisse le choix à des États membres d'agir à un moment donné, alors que s'il y avait une réelle solidarité européenne, cette solidarité devrait être obligatoire, c'est un premier niveau. Et la deuxième situation, c'est que, par exemple, si on prend le cas des Syriens, 80% des Syriens, dans leur demande d'asile, telle qu'elle a été proposée en Europe, font l'objet d'une acceptation. Pourquoi? Parce que selon les règles internationales, ces personnes ont besoin d'une protection qui est une protection humanitaire parce que leur pays d'origine ne leur donne pas cette protection humanitaire. Et donc dire que la solidarité s'exercera par l'expulsion, alors que cette expulsion concernant ces personnes n'est absolument pas effective, vous ne pouvez pas expulser des migrants syriens vers leur pays d'origine. Ce n'est pas possible parce que la Syrie est aujourd'hui un pays en guerre. Et donc dire que la solidarité va s'exercer entre le choix de l'accueil ou le choix de l'expulsion pour des populations qui, pour 80%, peuvent être couvertes par la protection humanitaire, eh bien ce n'est pas la solution. Et donc pour moi, c'est une solution qui ne fonctionnera pas. Alors justement, en parlant de ces reconduites des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine, est-ce que finalement ce n'est pas là le fond du problème? Un plan d'action est-il prévu, envisageable, pour éviter que des personnes n'aient plus besoin de venir s'installer en Europe? L'idéal, effectivement, c'est de pouvoir travailler sur les causes profondes de cette migration et effectivement pouvoir agir dans les pays d'origine, que ce soit pour la stabilité, que ce soit pour la gouvernance, que ce soit pour la démocratie ou que ce soit pour le développement. C'est évidemment la question, je dirais, de fond par rapport à la question migratoire. Mais qu'est-ce que cela signifie? Si on prend par exemple l'exploitation des minerais dans la République démocratique du Congo, si on continue à soutenir des entreprises européennes ou autres à exploiter les minerais à un prix qui n'est pas un prix qui permet aux populations locales de vivre, eh bien on va continuer à favoriser, je dirais, la migration des populations qui n'ont pas la possibilité de vivre dans leur pays. Vous regrettez une certaine forme de cohérence? Et donc il y a une incohérence des politiques européennes aujourd'hui qui est de dire d'un côté on dresse des murs et de l'autre on continue d'exploiter les populations et les pays dans lesquels nous avons un intérêt à exploiter ces populations. Et donc il faut impérativement faire en sorte que quand nous avons une action dans ces pays, elle doit à tout prix garantir que les populations soient les premières bénéficiaires. Je prends un exemple. Si aujourd'hui une entreprise comme Nestlé décide d'investir dans un pays tel que le Burkina Faso, elle doit garantir que les populations originaires du Burkina Faso puissent vivre correctement de leur production et non pas l'inverse, c'est-à-dire de faire de l'exportation de lait européen qui détruit les productions locales. Parce que si vous détruisez les productions locales, eh bien les populations ne pourront plus vivre et elles n'auront plus qu'un seul choix, c'est de devoir quitter leur pays d'origine. Et donc ces incohérences-là nous amènent effectivement à des phénomènes migratoires importants. Idem pour la question du changement climatique. On ne peut pas juste travailler sur le changement climatique au niveau européen ou national. Le changement climatique doit être pris aussi dans une dimension globale dans les pays que sont les pays d'origine. Et tout ça montre que nos consommations et nos comportements ici ont des impacts dans d'autres continents et des impacts différés sur le moyen et long terme. Alors la protection des migrants a également été évoquée dans ce pacte et j'imagine que vous, en tant que président de la sous-commission des droits de l'homme, ça vous a fortement intéressé. Nouveaux mécanismes de surveillance pour éviter les refoulements abusifs, des sauvetages en mer décriminalisés, vous en avez parlé, des facilités pour certains demandeurs d'asile. Ça va quand même dans le bon sens, certaines choses?
Oui, bien sûr, comme par exemple, nous avons demandé qu'il y ait un meilleur contrôle de l'agence Frontex. Vous savez que nous avons plaidé pour qu'à l'intérieur de l'agence Frontex, il puisse y avoir des responsables droits de l'homme, c'est-à-dire des personnes qui garantissent que toutes les actions de Frontex respectent effectivement les conventions internationales que nous avons signées en tant qu'Européens et en tant qu'États membres. Aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde les pushbacks aujourd'hui qui se passent en Croatie, en Italie ou dans d'autres pays, on voit que l'agence Frontex ne respecte pas les conventions internationales et donc il nous semble essentiel de faire en sorte que toutes les entités, toutes les institutions financées par l'Union européenne respectent effectivement ces droits. Alors à l'heure où nous enregistrons cette émission, les discussions sont toujours en cours sur ce pacte. Est-ce qu'on distingue déjà différents positionnements de certains pays, des pays plutôt favorables à ce nouveau pacte et d'autres plutôt défavorables ? Alors moi je pense qu'il y a une grosse difficulté par rapport à ce pacte, c'est d'une part il ne règle pas les problèmes de la situation migratoire et de la protection des migrants et de la question de l'encampement de ces migrants tel qu'on l'a vu dans le camp de Moria, mais aussi tel qu'on le voit dans des camps extérieurs à l'Union européenne, financés par l'Union européenne. Et donc oui, on voit qu'il y a des pays qui sont favorables à ce pacte, mais je pense qu'il est nécessaire d'adapter ce pacte pour apporter à la fois une meilleure protection des migrants en tant que tels, mais aussi de répondre au mieux à la question migratoire. Et donc, oui, il y a des pays qui sont favorables à ce pacte, mais je pense qu'ils ne seront sans doute pas favorables à la modification qui devra être apportée à ce pacte pour apporter d'une part plus de solidarité, donc éviter d'avoir les pays entrants comme étant les premiers sous la pression du pacte, mais aussi d'avoir une meilleure protection de ces demandeurs d'asile ou de ces demandeurs de protection. Alors pourquoi la question migratoire, selon vous, divise-t-elle tellement en Europe? C'est une question de culture, c'est la faute du populisme, c'est la faute de la crise sanitaire? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent effectivement les craintes par rapport à la question migratoire. D'une part, je veux dire, les situations qu'on a abordées comme étant des situations de crise au moment par exemple de la crise syrienne ont fait peur aux populations européennes, alors que si on prend les besoins en matière d'accueil au niveau européen qui représentaient au plus haut, je dirais, de la demande 1 500 000 personnes sur un territoire qui compte 500 millions d'habitants, s'il y avait une vraie gestion de cette question sur l'ensemble du territoire européen, eh bien, ce ne serait plus une crise. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une crise de la migration, c'est vraiment une crise de la solidarité liée à cette migration. 1 500 000 personnes sur un territoire de 500 millions d'habitants, je pense que c'est tout à fait faisable, d'autant plus que ces 500 millions d'habitants sont, je dirais, en mesure de pouvoir accueillir. Si l'on prend le Liban aujourd'hui, ils accueillent plus de 4 millions de demandeurs d'asile sur leur territoire, alors que c'est un tout petit pays. Et donc on aurait la possibilité, tant économique que culturelle, d'accueillir ces populations. Mais ça a été montré, que ce soit par les médias, mais aussi par les, je dirais, groupes plus populistes aujourd'hui en Europe, comme étant un problème lié à, je dirais, un problème culturel à l'intérieur de l'Europe. L'Europe est une Europe créée de la diversité, et cette diversité, qu'elle soit, je dirais, liée à la mobilité des populations européennes ou liée à la mobilité des personnes externes à l'Europe, est une richesse par rapport à l'Europe et non pas un risque par rapport à l'Europe. Merci beaucoup Marie-Arena d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes députée européenne belge et présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Merci. Et vous êtes également membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates européens. Direction l'Italie à présent pour un voyage dans nos assiettes. Nous vous révélons les secrets du tiramisu avec le chef Julien Siri. Zone Europe Voyage. Alors la recette est très simple. On va mettre le jaune d'œuf dans la cuve du batteur, le sucre, et on va battre très très fort ou mettre le robot pâtissier au maximum. Et on le laisse travailler. Donc l'objectif, c'est de faire fondre le sucre pour qu'on ne voit plus du tout la cristallisation du sucre. À ce moment-là, on va pouvoir ajouter le mascarpone en 3 fois.
Hop là. Et même opération. Quand on a un mélange bien homogène, hop, on incorpore la deuxième partie du mascarpone. Et c'est parti pour la deuxième étape. On commence à avoir un bel aspect, une belle crème. Et on vient ajouter le reste du mascarpone. Et voilà, c'est fini. On y va pour le montage. Alors, on va commencer par mettre une première couche de crème dans le fond du contenant. Comme ça. Un biscuit qu'on va imbiber très rapidement dans un café très corsé avec marsala ou du rhum, l'alcool que vous préférez. La même chose pour la deuxième couche. Une autre couche de biscuit, imbibé toujours très rapidement. Et on va terminer en faisant un joli dôme de crème assez généreux sur le dessus. Alors la petite touche sur notre tiramisu, c'est un caramel au beurre salé maison, un salidou, dans lequel on a mis de la fève de tonka. Et on va terminer avec un peu de gourmandise et de croquant, des brisures de spéculoos. Et voilà un tiramisu breton. Les expressions populaires mourir, cette semaine, les Français disent casser sa pipe. Les Belges, eux, disent aller au royaume des taupes. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Les Roumains disent donner le sou au prêtre. Au Portugal, on dit bater les bottes, ce qui veut dire battre les bottes. Aux Pays-Bas, on dit tourner le coin. En Italie, on dit attisicare i paliti, ce qui veut dire avoir les jambes raides. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Et sur TV78 aussi. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.